Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cet atelier de recherche-création sur l'imaginaire du Nord. L'atelier aujourd'hui a double statut puisque ça fait partie d'un cours de baccalauréat sur l'imaginaire du Nord et de l'hiver. Donc, avec les étudiants, on essaie de voir comment la multiplicité des représentations du Nord en fait quelque chose de vivant. Les représentations sont remises en cause par des artistes au moment où elles sont produites. Et aussi, on place vraiment le Nord et l'hiver comme une construction humaine, une construction culturelle, esthétique. Et donc, dans ce sens-là, la construction de nouvelles œuvres, l'arrivée de nouvelles œuvres nous permet de voir ce qui va changer dans l'imaginaire du Nord pour les années à venir. Et donc, en invitant des artistes qui sont dans une démarche de recherche-création, ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qui s'en vient, comment cet imaginaire du Nord pourra évoluer pour l'avenir. Donc, c'est à la fois à l'intérieur d'un cours et c'est un atelier aussi qui est dans une démarche donc d'étude des signes de l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Et je souligne donc dans le cadre de cet atelier l'appui du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, qui a permis donc d'inviter ces écrivains et ces artistes avec nous. Et aussi je me présente pour ceux qui ne sont pas dans le cours. Donc, je m'appelle Daniel Chartier, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et je suis directeur du laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Donc, cet atelier est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on enregistre au moment des questions votre caméra, vous pouvez fermer la caméra. Et l'atelier sera ensuite disponible aussi sur le site à la fois du cours et du CRILC et du laboratoire. Donc, ceci étant dit, je me réjouis d'avoir 4 artistes et écrivains avec nous, dont j'apprécie beaucoup les œuvres. Donc, c'est des gens extraordinaires qui font en fait des nouvelles représentations à partir d'un Nord à eux. Chacun vit dans un Nord différent, chacun appréhende ce matériau qui est devant eux d'une manière variée. Et comme vous le savez, traiter de l'imaginaire du Nord pose des questions éthiques, pose des questions esthétiques, sociales, des questions genrées. Le Nord est vraiment en mouvement et on pourra le voir avec ces gens qui sont autour de nous. Donc, la façon de procéder pour l'atelier, c'est que d'une part, je vais demander à chacun de se présenter, de dire d'où ils viennent, ce qu'ils font, quelle est leur démarche artistique. Dans un deuxième temps, ils vont nous présenter des visuels, soit pour les photographes à partir des photographies qu'ils vont commenter, pour Véronique Hébert à partir d'un extrait vidéo qu'elle a enregistré là où elle vient, où elle lira une adaptation des Trois Sœurs qu'elle a faite. Et pour Annie Perrault, je pense que tu vas lire aussi un extrait, ou en tout cas va présenter sa propre démarche. Les 4 personnes que nous avons sont dans une démarche qu'on appelle de recherche-création, dont vous n'êtes peut-être pas familier, mais c'est une manière de voir la recherche et voir la création comme la jonction des deux. C'est-à-dire que ce sont des artistes, mais qui vont s'inspirer aussi des travaux qu'on peut faire dans l'étude, qui font eux-mêmes des travaux de recherche sur le terrain, et aussi donc qui essaient de produire des nouvelles connaissances. Une des définitions de la recherche-création, c'est que la création produit des œuvres, bien sûr, qui peuvent produire des connaissances ou une nouvelle vision du monde. La recherche le fait aussi, mais la recherche-création doit produire des connaissances qui ne seraient ni possibles par la création uniquement, ni par la recherche uniquement. Donc, moi, pour avoir été en contact avec des gens qui le font depuis un certain temps, je crois beaucoup à cette idée. Donc, je vois, moi, dans mon domaine de recherche, qu'il y a des limites à ce qu'on peut exprimer par nos outils qu'on peut avoir. Et ce dialogue avec les créateurs est vraiment fructueux. Il nous permet d'avancer dans la meilleure connaissance du monde. Donc, je vous les présente un à la fois. D'abord, Annie Perrault, puis je vous laisserai la parole pour présenter après. Donc, Annie Perrault est romancière. Elle vient de tout près de Montréal, près du lac gelé Champlain, en ce moment, encore gelé, je pense, pour quelque temps. Ioannis Menge est des îles de la Madeleine, donc il a une démarche de photographie, mais aussi de réflexion sur l'exposition et le livre en photographie. Il a travaillé avec des Inuits, mais aussi avec les gens aux îles de la Madeleine et ailleurs. Véronique Hébert est à Latuc, mais elle vient de Wimotashi, donc c'est une dramaturge atikamekw qui a une démarche aussi d'intervention. Elle fait du théâtre pour sa communauté, elle écrit aussi des textes, donc une démarche de recherche-création. Et finalement, Lena Good, qui est d'origine allemande, mais qui est maintenant au Sápmi, donc dans l'Arctique norvégien. J'ai rencontré Lena pour la première fois, surprise, quand j'étais à l'UQAM dans mon bureau, et quelqu'un cogne à la porte, et avec son compagnon avec qui elle faisait des recherches, elle revenait de passer l'hiver à Fermont, ce qui me paraît un peu curieux. Et elle-même admet qu'elle ne connaît du Québec que Fermont.
Donc, elle a voulu aller directement au nord et découvrir ce monde nordique que certains d'entre nous n'avons jamais vu. Donc, je les remercie tous de cet atelier. Et ensuite, on aura une période, bien sûr, de questions. Donc, toutes les questions sont bonnes sur l'imaginaire du Nord, sur la recherche, sur le fait d'être artiste, sur les démarches, sur les lieux qu'il fréquente et sur les œuvres qu'il crée. Donc, je laisserai la parole tout de suite à Annie Perrault pour qu'elle se présente. Bonjour, j'écris des nouvelles, un roman, quelques poèmes. J'aime dire que ma démarche est une démarche axée sur l'écriture des lieux, c'est-à-dire que au tout départ d'un projet littéraire, il y a d'abord un lieu, un désir de mettre en place un paysage ou d'investir des lieux. Donc, pour l'occupation des jours, qui est mon premier livre, un recueil de nouvelles, c'était Le terrain vague. Donc, j'ai une prédilection pour les lieux de désolation. Pour mon deuxième livre, c'était un roman, donc La femme de Valence. Ça se passe en Espagne, au cœur de l'été, donc dans un endroit chaud, mais qui mettait en scène le moment le plus glaçant de ma vie. Donc, c'est inspiré, mais c'est une fiction, mais bon, le point de départ, c'est d'avoir été témoin du suicide d'une femme sur le toit terrasse d'un hôtel. Et donc, dans ce roman-là, les lieux, donc la femme s'est jetée dans le vide et c'était un hôtel peu habité à ce moment-là. Et donc, la froideur des lieux, le côté impersonnel participait aussi beaucoup à l'atmosphère du roman. Plus récemment, j'ai écrit un poème à partir d'un lieu qui me fascinait, c'est-à-dire quand on promène sur l'autoroute et qu'on voit les petites cabines, donc les gens qui ramassent l'argent sur le bord de l'autoroute. Donc, je roulais vers une résidence d'écriture dans le nord du Michigan et j'ai été inspirée par un de ces postes de péage et j'en ai fait un poème. J'ai aussi une démarche de recherche-création. Je pratique la course, donc je suis marathonienne. Et c'est tellement au cœur de ma pratique d'écriture, ça l'influence, ou en tout cas, ça inspire mes moments de divagation que j'en ai fait mon projet doctoral. Donc, je m'intéresse à la pratique d'écriture vécue en parallèle avec la pratique de la course à pied. Et dans le cadre de mon doctorat, donc mon prochain roman s'intitule Les grands espaces et je suis allée courir un marathon en Sibérie. Donc, je pourrais vous parler un peu plus tard quand je présenterai mon projet. Merci, Annie. On passe à Ioannis Mengue. Bonjour, je m'appelle Ioannis Mengue. Donc, je suis à moitié suisse et à moitié madelino. Donc, je suis né en Suisse et ma mère vient des îles de la Madeleine. Actuellement, j'habite aux îles de la Madeleine. J'ai commencé la photographie assez jeune. J'ai pris la photo avec mon père, premièrement. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec Médecins sans frontières assez jeune. J'ai commencé à faire un projet sur la prostitution au Salvador, j'avais 20 ans. Et ensuite, ça m'a mené à aller plus loin et à vouloir continuer dans cette démarche de reportage. Donc, je suis allé frapper à la grande agence Magnum Photo à Paris. Et je suis devenu assistant du photographe Joseph Koudelka, un photographe tchèque qui a travaillé notamment longtemps sur les Gitans. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup pendant ces 4 années à Paris en reportage et toujours de manière très, très rapide. Donc, j'allais dans des lieux, couvrir des conflits, des sujets. Beaucoup en Afrique et souvent une semaine ou deux et je revenais sans trop savoir ce que j'avais exploré comme sujet parce que c'était trop rapide. Et à un moment donné, j'en avais un peu assez de cette façon de photographier. J'étais dans le métro à Paris, j'ai vu des grandes affiches de la fondation Brigitte Bardot contre la chasse aux phoques. Et moi, je viens des îles de la Madeleine en partie. Et la chasse aux phoques est une activité économique des îles depuis longtemps, depuis toujours. Et ça m'a frappé. Cette affiche montrait un phoque adulte qui tenait un gourdin dans ses dents, qui se donnait un élan pour fracasser le crâne d'un bébé humain sur la banquise. Et donc, ça m'a ramené chez moi. Je suis retourné aux îles de la Madeleine et je m'y suis installé et j'ai commencé à photographier la chasse aux phoques. Pour la montrer d'une autre façon, donc beaucoup en noir et blanc pour justement
enlever cet effet sensationnaliste du sang rouge sur la neige blanche. Et ça m'a amené aussi à rencontrer les Inuits du Grand Nord. Donc ensuite, ça m'a amené à Iqaluit, à Saluit et à Pawnenlit, au Nunavut et au Nunavik. Voilà. Merci, Ioannis. On passe à Véronique Hébert. Coucou tout le monde. J'ai eu peur d'arrêter la vidéo. J'essayais de désactiver le son, puis finalement, je suis là. Donc, je m'appelle Véronique Basile-Hébert, Basile étant le nom de ma mère. Je viens de la communauté Atikamekw de Wamantashi, en Haute-Mauricie, qui est environ à 104 km au nord-ouest de la Tuque, qui est à 3 heures de Montréal. J'ai commencé à faire, je suis une femme de théâtre, je me considère comme une femme de théâtre parce que le théâtre a porté tout mon rêve, toute ma vie depuis que je suis petite, depuis que j'ai vu la première pièce de théâtre, je savais que c'était mon sentier à moi. Donc, j'ai fait du théâtre à l'école primaire, mais quand je suis devenue adulte, j'ai commencé à travailler avec la compagnie de théâtre Ondinoc. Ensuite, j'ai fait mon bac en jeu. J'ai fait ma maîtrise en dramaturgie et théorie théâtrale à l'Université d'Ottawa. Puis là, je suis en recherche-création. Donc, j'écris, je fais de la mise en scène, je joue. Je suis sollicitée parfois par des compagnies pour jouer dans des rôles. Puis, ma démarche pour le recherche-création, ben, c'est vraiment axé sur le territoire. Comment est-ce qu'il est fédérateur de mon identité atikamekw, c'est-à-dire que c'est lui qui coordonne la langue, qui structure la cosmogonie. Puis ça m'inspire beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents dans la forêt, dans le territoire, eux qui vivaient quand même une vie, je dirais, avec beaucoup d'activités traditionnelles. Ils parlaient strictement atikamekw. Moi, ils me parlaient en français parce qu'ils voulaient que j'aille à l'école. Donc, je pense que leur rêve s'est réalisé. Et voilà pour moi. Merci Véronique. On passe donc à Léna Goud. Bon, bonjour à tout le monde. Oui, je suis du coup allemande d'origine et je vis depuis 3 ans maintenant au côté norvégien du Sápmi, près de Tromsø, ou Romsa au nord Sam. C'est du coup un territoire, c'est le territoire des peuples Sami, le seul peuple autochtone en Europe, et qui s'étend au nord de la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Et ils vivent ensemble avec les habitants de ces pays. Du coup, je me retrouve dans ce contexte où je vis et travaille. Je travaille comme artiste-chercheur. Donc, je travaille à l'intersection entre la photographie ou l'art basé sur l'image et les humanités environnementales féministes, l'anthropologie et géographie. Et je m'intéresse en particulier aux liens entre l'humain et le non-humain, les relations multi-espèces dans le Nord. Et je peux vraiment dire que ma méthodologie et le choix de me concentrer sur le Nord viennent de la rencontre avec la ville de Fermont, qui se trouve, comme vous le savez probablement tous, au Québec, qui était pour moi très loin d'où je venais et où j'ai commencé un projet en 2012 avec mon collègue Antonin Ponce-Pralé. Et c'est vraiment grâce à cette immersion avec les habitants de cette ville, avec ce monde vivant autour, qui a formé ma pensée et ma création. Donc, je me sens vraiment éduquée, formée par cet endroit et ces gens et ces êtres, etc. Et je suis guidée dans mon travail par cet appareil photo argentique qui est pour moi vraiment comme une boussole. Grâce à cet appareil, je navigue des mondes visibles et invisibles. Et pour moi, la photographie, pour moi en tout cas, il ne s'agit pas de rendre visible, mais c'est vraiment avec cet appareil que je rentre en lien avec les gens. Voilà, c'est plus un processus de vie et de création pour moi. Tout ce processus, avec tout ce processus, je tente en tout cas de créer du savoir qui est
holistique, décolonial, respectueux, réciproque. Et comme le dit Donna Haraway, qui est une de mes déesses des penseurs, elle parle du penser avec, donc penser tiré avec, pour décrire une telle façon de penser et de créer. Et moi, du coup, dans mon travail, je tente de penser avec le Nord et ses êtres. Voilà. Merci, Léna. Donc, ça donne déjà à vous entendre plusieurs idées de questions, mais on va les garder pour la fin. Mais tous les quatre, vous parlez des lieux, vous parlez des liens, vous parlez de soit vous orienter, capter des lieux, ou en tout cas avoir une relation avec les lieux qui sont autour de vous. Donc, la notion de lieu est importante, que ce soit le Nord ou d'autres. Hein. Je pense que quand on s'intéresse au Nord, on a vu d'autres lieux aussi, et c'est celui-ci en particulier qui vous a intéressé, en tout cas intéressé dans votre démarche. Donc, on pourra en discuter après pourquoi le Nord a des particularités par rapport à d'autres lieux dans le monde. Je pense que c'est important. Et comment vous y travaillez. Mais avant de passer aux questions, donc, je vous demanderai d'entrer plus dans votre démarche de recherche-création, de présenter ce que vous faites. Donc, pour chacun, on aura environ 6 à 8 minutes où vous présenterez les choses. Dans le cas de Véronique, elle a enregistré une vidéo qui est là. Donc, avec Véronique, vous allez voir le vrai Nord. Moi, j'ai bien aimé ton vidéo, Véronique, parce que plutôt que mettre un Nord romantique, hein, tu aurais pu aller dans le bois où il n'y a personne autour. Le Nord de Véronique, c'est celui où on entend des corbeaux qui la dérangent un peu, le vent qui joue dans le micro et les camions qui passent en arrière qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Et ça me rappelait le roman Dessin et cartes du territoire où il parlait surtout des gros camions qui vont sur les routes et c'est ça le Nord, un Nord un peu violent avec des machines, avec des éléments qu'on ne voit pas dans certaines représentations du Nord mais qui font partie d'un Nord réel, hein, d'existence de scies mécaniques, de machines qui se promènent, de choses inhumaines, hein, de choses assez violentes qui peuvent se passer dans le territoire. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter avec une présentation visuelle où chacun a mis ce qu'il souhaitait pour commenter brièvement son travail, mais surtout pour susciter des questions pour la suite, en commençant donc par Annie. Donc, je vais partager l'écran et vous ne verrez pas Annie, mais vous allez l'entendre. Voilà, je laisse la parole à Annie, puis tu me diras quand tu veux que je change les diapositives. Ben, tu peux changer celle-là parce que j'en ai parlé dans mon introduction, donc c'est bon. Donc, mon roman est en chantier en ce moment, le roman Les Grands Espaces. Mon pari artistique pour ce roman-là, c'est d'écrire un roman qui explore les lieux de l'immensité, donc en particulier le lac Baïkal en Sibérie, et aussi les paysages hivernaux comme construction identitaire. Donc, juste rapidement pour le lac Baïkal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus ancien lac au monde. Donc, c'est le 6e en superficie, mais c'est le premier en volume. Donc, il contient 20% de l'eau douce du monde et il est donc en volume aussi grand que les 5 grands lacs réunis, parce que donc ça vous donne une idée de la profondeur. Donc, 1 kilomètre de profond. Et donc, mon idée de roman part vraiment de ce lieu-là. Et ça devait être une idée toute simple, c'est-à-dire une femme traverse un lac gelé en hiver, dans un moment de désorientation et d'obsession. Donc, elle veut se rendre de l'autre côté sans qu'on sache exactement. Donc, si la glace peut supporter sa traversée. Donc, c'est une idée de prise de risque aussi. Et j'ai moi-même ressenti le besoin de m'exposer à cette prise de risque-là en allant courir un marathon sur le lac Baïkal l'année dernière, donc le 1er mars 2020. Mais bon, avant de parler de l'expérience du marathon en tant que tel, au tout début de mon projet, donc j'avais cette idée de grand lac blanc et silencieux, qui est un peu comme le cliché qu'on a quand on pense à un lac gelé. Mais plutôt que d'aller du côté du silence, j'ai voulu aller du côté de troubler le silence et de faire surgir ce que l'on est. Donc, au tout début de mon projet, alors que je venais de publier La femme de Valence, qui raconte un des moments les plus glaçants de mon existence et qui va jouer sur le contraste chaud-froid, j'ai fait un appel à tous dans mon entourage, donc parmi mes amis, mais aussi parmi des gens que je connais pas très bien sur les réseaux sociaux. J'ai demandé aux gens de me faire une confidence de froid. Donc, j'étais inspirée par l'artiste Sophie Calle qui, après une rupture amoureuse, a écrit un
très beau livre qui s'appelle Douleur exquise, paru chez Actes Sud en 2003, où elle demandait à plein de gens, donc des rencontres de fortune, des gens proches, de lui raconter le moment où ils avaient le plus souffert dans leur vie. Alors que moi, j'ai demandé le moment où les gens ont eu le plus froid, où ont ressenti la plus grande froideur. Donc, mon travail va beaucoup du côté de la froideur, du froid psychologique, donc de la froideur, mais aussi d'une espèce de projection qu'on peut faire dans le paysage par rapport à l'état intérieur. Donc, j'ai reçu une trentaine de confidences et alors que j'avais proposé toutes sortes de froids, donc ça pouvait être un froid météorologique, physiologique, humain, esthétique, psychique, relationnel, la plupart des confidences que j'ai reçues parlaient de moments très touchants et très intimes, donc des deuils, des conflits, des pertes, perte d'un bébé, perte d'être cher, des sensations d'effroi. Et il y a eu seulement 2 ou 3 confidences qui avaient rapport à un froid ressenti, même si on vit dans un monde froid. Donc, ça a un peu influencé mon projet et de cette idée de grand lac silencieux, je me suis dit, moi qui écris d'ordinaire beaucoup sur la mélancolie, les non-dits, la disparition, je vais plutôt cette fois-ci aller du côté du déliement de la parole, de la confidence, de la prise de risque à s'exposer. Donc, ce lac, dans le roman, il y aura des rencontres et c'est un peu le paysage nordique, le rapport au paysage qui va rapprocher les personnages, leur faire se confier et raconter divers moments de leur vie. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que plutôt qu'être un récit de l'intérieur, de l'hiver où on s'encabane, où on se protège du froid, moi, ce que je fais, en fait, c'est donc un récit du dehors, de la traversée où on s'expose. Et donc, il y a aussi un lien entre s'exposer, se confier à quelqu'un, c'est une façon d'exposer un aspect de soi, donc de délier la parole. Donc, c'est ça. Et dans les confidences que les gens me faisaient, les gens disaient, par exemple, j'ai des extraits, je pense que le grand froid, c'est la frontière silencieuse que m'ont imposé quelques personnes dans ma vie. Donc, cette idée de silence ou de distance entre les personnes. D'autres citations que j'ai reçues, le pire froid, celui qui glace le plus, qui gèle le dedans et paralyse, est le froid humain. Donc, j'ai souvent éprouvé le froid l'hiver comme tout le monde ou dans des logements mal chauffés lorsque j'étais étudiant, mais le froid, celui qui glace dans le sang, le sang dans les veines, qui fait croire que la vie vous déserte, vous abandonne peu à peu, est pour moi associé à la mort. Donc, avant de poursuivre un peu plus par rapport à cette carte, je vais lire un extrait que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Donc, il y avait dans l'Occupation des jours un texte qui s'appelait Confidence numéro 3, où il y a une artiste dans le recueil de nouvelles qui demandait, qui travaillait sur les disparitions, donc sur les cabines téléphoniques qui disparaissaient, et qui demandait à des gens de faire des confidences dans les cabines téléphoniques. Donc, je vous lis une confidence qui parle de froid, d'hiver et de silence. Confidence numéro 3. C'est un hiver qui n'est pas le mien. Seulement quelques degrés de latitude plus au nord. C'est un autre continent. Je découvre un froid différent, humide. Je viens d'avoir 18 ans. Aux nouvelles, j'ai vu Václav Havel dans sa parka, le mur de Berlin tombé 3 ans plus tôt. Je n'ai pas lu Milan Kundera, mais je me répète souvent, parce que ça sonne bien, que la vie est ailleurs. Je ne connais pas grand-chose à l'amour, je le cherche dans les livres, au cinéma. Je ne le trouve pas, il ne me trouve pas là où je suis, alors je pars. Europe de l'Est. Je me retrouve seule parmi des étrangers, un 31 décembre, sur la place centrale de Bratislava. Ensemble, nous attendons minuit, la dissolution de la Tchécoslovaquie, le divorce de velours. Pour me réchauffer, je bois de la vodka que me tendent des inconnus. Je disparais dans les fourrures quand les vieillards me serrent dans leurs bras. À la fenêtre d'un des immeubles qui bordent la place, une mère danse avec ses 2 filles. Le rideau vole au vent, on laisse entrer le froid, le bruit de la rue, ce n'est pas un soir comme les autres. Dans une ancienne cafétéria communiste, on me sert mon premier café à vie, un café turc, et je pense, je ne suis plus une enfant. Je suis partie depuis plus de 10 jours et je n'ai pas appelé les miens, pas même à Noël. On m'avertit que les communications sont difficiles, tandis
que je prends place, au chaud, dans une des cabines téléphoniques de la poste centrale. Tout de suite, il y a un décalage, un crépitement entre nous, de la neige sur la ligne. Au bout du fil, il y a mon père, une voix que je ne lui connais pas, nouée. Pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt, même pas à Noël? J'entends son inquiétude, son mauvais sang depuis mon départ. Je réponds en fille ingrate, insouciante, pressée d'aller retrouver la fête comme une enfant. Dans la petite cabine en bois foncé, les temps morts semblent 2 fois plus longs, comme s'il pouvait y avoir un écho au silence. Finalement, c'était à prévoir, la communication se coupe. Je me convainc que nous n'avions plus rien à nous dire. 10 ans plus tard, toujours en décembre, mon père meurt. Je tiens mon bébé de quelques jours dans mes bras. La maladie aura duré le temps de ma grossesse. Pour tenir sa petite fille dans ses bras, pour mourir grand-père, il aura fait de son mieux contre le cancer. Dans son lit, il me dit « Je t'aime » avec cette voix lointaine, pleine de nœuds, la voix de Bratislava. Cette fois, je suis persuadée que nous avions encore beaucoup de choses à nous révéler. À l'enterrement, il neigeait, une neige de silence, lourde, qui met du temps à fondre quand on rentre au chaud. Je n'ai jamais pu lui confier qu'en devenant mère, j'ai fini par comprendre son inquiétude de père, cette peur de ne plus jamais revoir son enfant. Donc, il y a quelques éléments de mon projet que j'aborde en ce moment dans le rapport à l'hiver ou au silence, mais aussi quelque chose que je vais beaucoup faire dans mon travail, c'est-à-dire superposer 2 temps différents, donc ici à 10 ans d'écart, mais liés par un petit détail qui était ici la voix ou le moment de l'année. Dans les grands espaces, dans les confidences qui auront lieu, il y aura de ça aussi. Donc là, si je reviens à l'image que vous voyez en constellation, j'ai essayé d'exposer une partie de ce que j'ai dans la tête en ce moment. Donc, pour moi, c'est un roman géographique. Donc, le rapport à l'horizon blanc, au vent violent, à l'horizontalité, au fait de traverser un immense lac, est un peu aussi mis en contraste avec la verticalité, donc la profondeur du lac, de la voix qui vient en dessous, parce que je parle de silence, mais le lac Baïkal peut être très bruyant. Donc, il y a des espèces de bulles qui se forment, de failles qui se forment, qui vont participer aussi à une espèce d'atmosphère du livre. Donc, c'est ça, mon idée de troubler le silence, de faire surgir ce qu'on est. Ça s'applique jusqu'à ma propre démarche. Donc, le petit extrait que je vous ai lu, je pense que c'est la première fois dans un texte de fiction où je racontais un souvenir plus personnel. Donc, j'ai une certaine pudeur. Et dans ce roman-là, j'essaie d'aller davantage vers une exposition moi-même de récits plus intimes. Donc, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Il me reste encore un peu de temps. Je ne veux pas empiéter sur le temps des autres. Peut-être pour parler des prochaines photos que tu as, peut-être d'entrer dans la démarche que tu as faite. Oui. Donc, je peux aussi... Donc, c'est ça. Donc, j'avais cette idée. J'étais déjà allée en Russie. J'étais déjà allée dans 4 villes de Russie. J'étais allée en Yakoutie. Je ne connaissais pas le lac Baïkal quand j'ai décidé de m'inscrire à ce marathon. J'avais déjà couru 11 marathons. Je n'en avais couru aucun l'hiver. Donc, on traverse du côté de la Sibérie jusqu'en République de Bouriatie, qui est une république de Russie. Et donc, la particularité, c'est de courir sur la glace. Mais quand moi, je l'ai fait, exceptionnellement, il y avait eu quand même une bonne couverture de neige. Donc, on courait dans une neige molle. Le début du marathon, vous pouvez voir ici, c'était une espèce de vent, parce que les vents viennent de très loin sur le lac, donc très cinglant. Et donc, c'était ça. Donc, cette image-là, de courir dans un grand espace blanc. Donc, il y a une perte de repère qui m'intéressait, mais aussi le bruit. Donc, on entend quand même loin. On perd la notion de distance tant dans le visuel. Donc, c'est difficile d'évaluer. On court vers quelqu'un, mais il est vraiment loin. Même chose, on entend des gens derrière, mais
on n'arrive pas vraiment à percevoir est-ce qu'ils sont proches ou loin, est-ce ils vont nous dépasser. Donc, cette espèce de sentiment de grande solitude, puis en même temps qui m'a donné une puissance inouïe. Donc, ça, c'était juste avant la pandémie et j'ai rapporté de ce voyage, de cette traversée sur le lac, une espèce d'énergie. Là-bas, les gens, donc il y a toutes sortes de croyances qui sont associées au lac. D'abord, au départ du lac, il faut demander, il faut faire un hommage au lac. Donc, on trempe un doigt dans un verre de lait, on disperse une goutte aux 4 points cardinaux pour demander au lac d'être clément, donc d'avoir une météo qui va être de notre bord, parce que la météo change très, très rapidement. Et donc, les gens là-bas parlaient, vous allez ressentir l'énergie du lac, vous allez être pénétré de tout ça. Puis bon, moi, je croyais plus ou moins, mais effectivement, c'est comme si j'avais rapporté une espèce d'énergie de ce lac très vieux, au point où, à la suite de ce séjour-là, il y a quelque chose qui a changé dans mon roman. J'ai décidé de faire du lac un narrateur. Donc, le lac prend une parole, une espèce de parole souterraine, millénaire, qui est au-dessus de tout. Donc, je pars de l'idée que ce lac, avec le cycle de l'eau, qui est le même depuis des milliers d'années, observe les gens qui s'approchent, cette femme qui marche à la surface, les gens sur les berges, et comme une compréhension de l'âme humaine qui dépasse notre propre compréhension. Donc, j'explore avec cette parole-là et de tous les bruits aussi qui viennent du lac. Donc, est-ce que la femme à la surface, qu'est-ce qu'elle perçoit de ces grondements, de ces glougloutements, de la menace des failles qui sont à la surface? Donc, d'avoir été sur place, ça a un peu eu un impact sur le cours de mon roman. Et donc, ce qui devait être aussi un récit très simple, une femme traverse un lac, relie une rive A à une rive B. Ben, mon roman s'est un peu éclaté et il est maintenant divisé en 4 points cardinaux. Il y a comme des effets de contraste entre le chaud et le froid qui sont à l'œuvre dans le roman. Donc, le personnage rencontre à bord du Transsibérien une Californienne qui vient, elle, donc de la chaleur, de la sécheresse, du désert. Et il y a une espèce de dialogue qui s'amorce en d'où on vient, les paysages qu'on a connus, le climat qu'on a habité, à quel point ça nous façonne et ça entre en impact les uns avec les autres. Merci, Annie. Donc, c'est vraiment une démarche fascinante. Je vois qu'entre vous, il y aurait tellement de sujets qu'on pourrait aborder parce que tu parles de l'expérience, tu parles aussi du non-vivant avec lequel on dialogue. Je pense que Léna a parlé de cette notion-là aussi, hein, du vivant et non-vivant, du fait de se déplacer pour découvrir un autre lieu aussi. Donc, on pourra y revenir tout à l'heure. On va passer quand même à la présentation tout de suite de Ioannis et on reviendra aux questions générales pour vous quatre à la fin. Donc, merci Annie. Tu veux que je commence par les photos, Ioannis? Peut-être la première image, OK. Parfait. Bon, comme j'expliquais, ça fait depuis 2013 que je voyage dans le Grand Nord, que je photographie avec les Inuits. J'ai été au début, mon premier voyage, j'ai été invité par Ayu Peter, qui est une avocate militante pour les droits inuits. Elle m'a invité à Iqaluit, qu'on voit sur la carte, c'est au sud de la terre de Baffin, pour présenter une exposition sur la chasse aux phoques qui montrait les Madelinots et les Terre-Neuviens à la chasse. Et ma démarche lui a plu, donc c'est ça. C'était mon premier contact avec le Nord. Ensuite, j'ai rencontré des chasseurs sur place qui m'ont amené à la chasse avec eux et j'ai senti que j'avais besoin d'apprendre aussi ces choses-là, de participer aux tâches, etc. Donc, mon travail sur la chasse aux phoques m'a amené à devenir moi-même chasseur de phoques et à participer aux expéditions en tant que chasseur aussi. Donc, la photographie n'est plus comme juste dans l'idée de faire de la photo, mais aussi de participer à la vie. L'appareil photo devient un peu secondaire dans cet esprit-là. En 2016, j'ai été à Salouit, qui est au nord du Québec. J'ai reçu une bourse
du calque et du Centre culturel inuit Avatak pour pouvoir mener une recherche, une exploration photographique autour de la chasse. Et là, j'ai découvert d'autres types de chasse, le beluga, la chasse à l'oie. Ensuite, bon, j'ai été aussi à Pond Inlet plus tard, et chassé pendant 2 mois le narval. Et donc, toutes ces expériences-là m'ont appris qu'est-ce que c'est chasser et c'est quoi participer à toutes ces activités-là. Donc, il y a une chose qui est importante, c'est que l'appareil photo doit être assez compact, doit être assez facile à utiliser rapidement. Parce que ça se passe souvent dans l'action, dans des moments aussi avec le froid. Donc, on ne peut pas sortir son appareil longtemps dehors quand il fait froid, parce que les batteries sont vite plus utilisables, sont vite mortes. Ensuite, il faut pouvoir le cacher, l'appareil photo, dans un endroit chaud, par exemple dans son manteau. Donc, je ne vais pas utiliser un gros appareil, que je vais en prendre un que je peux mettre facilement dans mon manteau. Et c'est ça, à Salouette, j'ai chassé pendant 2 mois avec un ami qui s'appelle Christopher Moses, un Inuit de la région. Et on peut passer à la prochaine image, peut-être. Donc ici, c'est le shack, le camp de chasse où on a passé 2 mois, ou presque, en faisant des allers-retours quelquefois au village pour ramener la viande et pour ramener des choses du village, des munitions, etc., du gaz. Souvent, quand je montre cette image-là, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils voient. Souvent, quand je le montre à des groupes d'enfants, ils vont me dire des étoiles filantes. Et je trouve ça très, très intéressant. C'est là que j'ai découvert la nuit inuit, la nuit arctique. Un moment où il fait nuit presque toute la journée. En fait, l'hiver, il fait nuit beaucoup plus longtemps que l'été. L'été, il fait jour presque toute la nuit. En tout cas, tout est inversé et tout est différent. J'ai commencé à travailler dans cette nuit-là à l'aide d'un flash que j'ai installé sur mon appareil photo, un petit flash portatif. Ce qui me permettait de capter des instants, contrairement à si j'avais employé un appareil sur un trépied, par exemple, parce que quand il fait noir, il faut utiliser un long temps de pause. Donc, les gens, quand ils bougent, vont être flous. Les éléments vont être flous quand ils sont en mouvement. Donc, je voulais avoir le moins de matériel possible avec moi, donc surtout pas un trépied à trimballer en plus de tout le reste. Donc, j'y étais d'une manière très simple et j'ai exploré le flash de cette façon-là durant la nuit, ce qui me permettait de figer le mouvement. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est de la neige qui tombe. On voit que la neige tombe beaucoup plus à l'horizontale dans le Grand Nord. Mais en fait, c'est ce que suggère le filet des lignes. Et c'est ce qui m'a amené à aller plus loin avec cette exploration-là. Donc, je me suis promené tout le temps la nuit en photographiant, et le jour aussi parce qu'il faisait plus noir. C'était plus sombre. On peut changer d'image. Donc, j'ai refait cette image-là. Ça, c'est une photo qui a été prise à Val-David, donc sans flash, juste pour montrer la situation inverse. Donc, on voit ici comment la neige tombe, mais comment elle est floue aussi, comment elle est filée, mais aussi comment la neige, quand elle se retrouve devant du blanc, parce que c'est du blanc sur blanc, on la voit beaucoup moins, elle est moins visible. C'est quand elle est devant une surface plus sombre qu'on la voit. Et si on change d'image encore, ici, on voit même la grosseur des flocons. Hein, c'est des gros flocons et ils ne ventent pas tant que ça parce que la neige tombe très doucement. C'est un endroit où ils ne ventent presque pas à Val-David. Quand on m'a dit c'est la tempête, moi j'étais surpris parce que finalement, j'avais l'impression qu'il faisait beau, quoi. Il neigeait, mais c'est tout. Il ventait pas du tout.
Donc, c'est une tempête très différente. Mais ça permet de montrer, quelque part, ce que je n'arrive pas à montrer sans utiliser le flash, ce que je n'arrive pas à montrer autrement. C'est aux îles de la Madeleine aussi, ils vendent beaucoup. Il y a beaucoup de similarités avec le Grand Nord à ce niveau-là. Des grands étendues horizontales, vides et beaucoup de vent. C'est souvent quand ils ne vendent pas qu'on se dit qu'il y a quelque chose de pas normal, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est ça, si on revient, on peut aller plus loin, on va revenir à l'autre image, la première image. Donc, c'est ça, en quelque part, le flash est devenu une façon de pouvoir montrer le réel, de pouvoir montrer ce qu'on ne peut pas voir non plus, de façon, d'une autre façon, donc en captant un instant, en captant un moment, en figeant ce moment-là. Donc, ça me permet de mettre en lumière le réel, mais en même temps, à travers l'imaginaire, suggérer autre chose. Donc, le flash a comme ce double rapport, ce double récit de l'imaginaire et du réel. Ici, on peut, par exemple, dans cette image-là, on peut sentir l'espace, quelque part, cet espace-temps qui bon, justement suggéré par ce que les enfants disent souvent, les étoiles filantes. On est quelque part dans un imaginaire. Mais en même temps, c'est tout à fait réel. C'est la neige qui tombe. C'est seulement la lumière du flash qui l'a capté. Voilà. Merci, Yoannis. On a vraiment un effet d'irréel. Hein? C'est comme si ta façon de prendre la photo révélait le réel, l'irréel du Nord ou d'une tempête. Parce qu'on quand on roule en voiture, des fois, on le voit très vite. Hein? On voit tous les millions de flocons autour de nous. On a l'impression que c'est une scène qu'on ne pourrait pas capter. Puis ici, avec ton flash, vraiment, cette photo-là, je l'aime particulièrement, mais ça témoigne de la magie qu'on peut voir simplement des flocons qui tombent et le sens des flocons. Puis je pense qu'on dirait des météores de froid qui passent dans le ciel. C'est très, très beau. Merci, Yoannis. Donc, on va revenir pour les questions, mais on passe à Véronique. Est-ce que tu veux montre le vidéo tout de suite ou tu veux que je parle un peu de comment est-ce que moi j'aborde la question du froid ben, en fait, c'est en suivant le séminaire de Daniel que je me suis rendu compte que c'était impossible de parler de la culture atikamekw en omettant de parler du climat. Parce que sur les 6 saisons qu'on a, il y en a 3 qui parlent directement de l'hiver, si ce n'est du pré-hiver ou du pré-printemps. On est vraiment façonné par vu qu'on était semi-nomade, c'était super important, le climat. Donc, aussi, je parle de l'importance des certaines essences d'arbres dans le mode de vie, dont le bouleau. Le bouleau qui m'est apparu comme étant un des symboles de la culture atikamekw parce qu'on l'utilisait pour tout, pour faire des canaux, pour faire des instruments, des outils, même certaines habitations pour se chauffer, mais on utilisait aussi pas juste le bouleau pour se chauffer, il y avait d'autres espèces d'arbres. Mais s'il n'y avait pas eu le bouleau, je ne sais pas si on aurait développé la culture qu'on a développée. Puis en faisant quelques recherches, premièrement, le bouleau m'est vraiment apparu comme ça, comme une espèce de révélation. Mais aussi en faisant des recherches, j'ai appris que le bouleau, c'est une essence essentiellement nordique. Ça veut dire que elle est très important dans la culture des peuples du Nord, justement à cause de son écorce, mais aussi il y a des vertus médicinales. On s'en sert, c'est un bois qui est noble dans la philosophie autochtone, vu qu'il est blanc, il représente une espèce de pureté. Puis on s'en sert pour faire des paniers, on s'en sert pour faire de la gravure, un peu une forme ancestrale d'écriture. Donc c'est avec ça que j'ai vraiment ça a ouvert
sur l'intime, je dirais. Ça l'a ouvert sur l'intime parce que c'est vraiment c'est vraiment concret dans la culture, le climat, puis le bois, tu sais, ne serait-ce que pour se chauffer, tu sais, c'est difficile les hivers par ici. Donc, je me suis dit que c'était vraiment presque central dans la culture. D'ailleurs, on dit pas, pour compter notre âge, on dit le nombre d'hivers que tu as vécu. Moi, je suis 44 hivers. Donc, tu vas nous présenter un extrait que tu as enregistré d'une adaptation d'une pièce de Tchekhov, Les Trois Sœurs. Peut-être tu peux nous dire pourquoi tu as choisi, pour moi, ça me paraît internordique, là, de culture atikamekw à culture russe, de faire une adaptation, mais pourquoi cette pièce-là? Peut-être résumer la pièce aussi pour les gens qui l'ont et de l'extrait que tu vas nous donner. Anton Tchekhov a écrit Les Trois Sœurs en 1900. Puis, c'est une pièce qui traite du temps qui passe, de l'inertie, de l'abandon des rêves, de l'ennui. C'est trois sœurs qui habitent dans un petit village de campagne. Puis tout ce qu'il y a près, c'est comme une garnison de soldats qui viennent de temps en temps leur rendre visite. Puis leur rêve intime à elles, c'est de retourner à Moscou, qui est la ville de leur enfance. Donc, dans le cadre d'un exercice en dramaturgie, une professeure allemande, Angela Conrad, elle m'avait demandé de réécrire une scène des Trois Sœurs de Tchekhov à la façon que je voulais. J'ai tout de suite vu le parallèle avec les réserves indiennes, où est-ce que c'est ça, le temps passe, l'inertie, l'abandon des rêves, la violence, puis le rêve de sortir de là. Mais moi, plutôt que de penser le rêve d'aller en ville, c'est d'aller au territoire ancestral, pour faire le parallèle avec l'enfance de Moscou, qui est l'idéal. Pour moi, c'était le retour au territoire, puis le passage vers le retour vers le nord, où est-ce qu'on va on va de moins en moins. Puis parce que ça se faisait vraiment l'hiver à pied, puis en raquette sur les lacs gelés. Donc, pour moi, c'était évident qu'il y avait un beau parallèle à faire, puis que c'était le territoire qui devenait un peu l'idéal de ces trois sœurs atikamekw-là qui finalement sont comme prisonnières de leur communauté. Puis j'ai inversé le quatrième acte avec le troisième acte, parce que Tchekhov, il met un feu d'une maison dans le troisième acte. Moi, je l'ai mis à la fin, parce que c'était la porte de sortie, c'est que les trois sœurs, finalement, vont mettre le feu à la réserve pour se sauver puis partir dans le territoire, parce qu'ils n'auront plus le choix de partir. Puis tout le monde n'aura plus le choix de partir. Donc, comme vous savez, les réserves, c'est une création du gouvernement fédéral. Depuis plus de 100 ans, on est dépendamment des communautés, mais c'était vraiment pour prendre pouvoir sur le territoire, puis enlever les Autochtones, leur accessibilité au territoire, puis les garder dans une espèce d'enclos, puis c'est un peu justement pour souligner ce fait que c'est pas volontairement qu'on s'est en allé dans des réserves indiennes, c'est vraiment une obligation du gouvernement. Ça a amené beaucoup de conséquences. Merci. Donc, on va écouter l'extrait qui dure un peu plus que 5 minutes. Donc, comme je vous ai dit, il y a les camions, il y a le vent, il y a tout ça. Pour moi, ça fait partie de la matière du Nord. Ioannis parlait de la matière qu'il faut révéler. Puis je pense que ton vidéo, j'ai beaucoup apprécié qu'il y a ces bruits qui viennent d'un peu partout. Et aussi, tu l'as mentionné, de la lumière trop violente du Nord. C'est un autre aspect qu'on pourra traiter. Le Nord, c'est pas toujours noir. On le voit dans ton vidéo, tu as de la misère à regarder tes notes à tel point le soleil se reflète et il y a beaucoup de lumière. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Véronique? Non. OK. Donc, je vais partager les vidéos avec vous. Je vais prendre un instant. Le feu des forêts, inspiré de la pièce. Le feu des forêts, inspiré de la pièce Les Trois Sœurs du dramaturge Anton Tchekhov. Personnage.
Babetch, Manishten, sa sœur aînée, et Tanis, sa sœur cadette, ainsi que Kokum, la grand-mère qui s'est occupée des 3 sœurs après le départ de la mère. La pièce se passe dans une réserve indienne, devant une des maisons de bois rond construite massivement par le gouvernement dans les années 70. La maison est en très mauvais état. Les carreaux brisés de la porte et des fenêtres ont été remplacés par des planches de plywood et du plastique polythène. La cour est jonchée de rebuts de toutes sortes. Vieilles motoneiges, jouets d'enfants, réfrigérateurs, bouteilles de bière. Les 3 sœurs habitent dans cette maison familiale que le père, mort 1 an plus tôt, leur a laissée. Les 3 sœurs portent des vêtements de couleurs différentes, noir pour Manishten, bleu pour Babetch et blanc pour Tanis. Tanis met ses mains dans la terre. L'extrait que je vais vous lire, c'est la fin de l'acte 1 et le début de l'acte 2. Donc, Tanis met ses mains dans la terre. Manishten se tourne et se met de dos à ses sœurs. Elle crache à plusieurs reprises et vomit. Kokum chante à voix basse. Babetch. T'aimais ça, hein? T'aimais ça, hein, Manishten? Manishten. C'était pas mon vrai père. Babetch. Tu remplaçais maman dans ta tête. T'étais maman. T'aimais ça? Mais maman, elle savait ce que notre père faisait. C'est pour ça qu'elle est partie. T'as toujours voulu te comporter comme notre mère. Elle a fermé les yeux puis elle nous a abandonnés. Moi, j'ai fait 3 thérapies pour l'alcool. Puis on m'a pris mes enfants pareil. Je les ai pas abandonnés. Moi, je les aimais, mes enfants, mais ça voulait rien dire pour elle. Manishten tombe à genoux. Elle frotte son visage et son corps avec la terre. Elle se couche pendant que Tanis marche autour d'elle, lui lançant délicatement de petites poignées de terre. Tanis enduit son visage de terre ainsi que celui de Babetch et que celui de Manishten. On entend la voix d'une femme qui chante dans la forêt, de plus en plus fort, tandis que les 3 sœurs chantent avec elle. Babetch. Comment prendre pour acquis quelque chose qui vit? On va partir de la maison et y mettre le feu. Je vais nous déshériter, puis on va partir à pied dans le bois, remonter le territoire vers le nord pour voir ce qui va arriver. Il va bien arriver quelque chose, remonter le territoire vers le nord. Il va bien nous arriver de quoi? On va crever, on va rencontrer une créature quelconque ou Dieu, Christ. On va crever de faim, mais on va rester, puis on va finir par l'entendre, l'esprit de la forêt. Quelque chose, Christ! Son souffle se fait de plus en plus fort et rapide. De même pour Tanis et Manishten, si bien que bientôt les 3 sœurs se mettent à respirer ensemble et très fort. Noir, on entend un cri. Acte 2. Un orignal arrive lentement devant la maison par le côté droit. Il broute l'herbe ou hume le sol et traverse entièrement la scène, puis sort par le côté gauche. Un feu recouvre son dos et son panache. Kokum est assise sur la galerie et épluche des pommes de terre, en fredonnant doucement. Tanis. Comment t'appelles-tu? Babetch à Manishten. À qui elle parle? Moque-toi pas d'elle. Je me moque pas d'elle, je me demande à qui elle parle. OK, c'est correct. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait pour notre frère? Andrzej est à la veille de sortir de prison. Liberté conditionnelle. Noëlla a signé une lettre. Le juge a accepté la demande de libération. Ouais, en fait, lui, il voulait même pas sortir de prison, mais elle l'a menacé de le dénoncer pour acte terroriste. Terrorisme. Ils ont juste brûlé les trucks de la compagnie de bois. À cette heure, il y a un couvre-feu. C'est drôle. Je dis, il avait juste le mener par le bout du nez. Manishten. En tout cas, en autant qu'il ne fasse pas de terrorisme dans la maison. Babetch et Manishten rentrent dans la maison en riant. Tanis face au public, regardant vers l'horizon. Un jour, alors que j'étais enfant, en marchant dans la forêt. Un jour, lorsqu'elle était enfant, en marchant dans la forêt, Tanis arriva devant un pommier sauvage. Tanis.
Je pensais que j'étais endormie parce que j'étais pieds nus. Elle pensait qu'elle était endormie, alors elle est repartie avec l'intention de revenir une fois éveillée. Ce fut là son erreur, de ne pas vivre son rêve. Le temps a passé et je n'ai jamais revu mon arbre, mais je continue de marcher dans la forêt pour le retrouver. Quand je l'aurai retrouvé, nous nous épouserons. J'approcherai ma bouche d'un fruit sans le cueillir de sa branche et j'en mangerai la chair. Alors mon corps s'emplira de l'énergie de la terre. Je laisserai le cœur de la pomme sécher sur sa tige. Quand le vent se lèvera, les graines séchées à l'intérieur du cœur chanteront comme des bâtons de pluie. Je ferai de même pour toutes les pommes. Et les soirs d'hiver, nous entendrons mon mari chanter pour moi. Elle chante doucement l'Atikamek et entre dans la forêt. Merci, Véronique. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Je vais attendre les questions. Merci d'avoir tourné à l'extérieur. Ça nous permet de voir ton pays aussi. Puis aussi d'avoir joué cet extrait qui est très émouvant. On passe donc à Léna. Je reviens au PowerPoint. Oui, on a encore un peu de temps. Oui, on a encore. Bien sûr, prends ton temps, puis ensuite on ira vers les questions. Bon, d'abord, c'était vraiment super inspirant d'entendre vous trois et voir les liens entre ce qu'on fait. Ouais, la première. Ouais, parfait. Donc, voilà un extrait du projet mené à Fermont, où on s'intéresse, comme j'ai dit, je le menais depuis 2012 avec Antonin Pons-Pralet, et on s'intéresse à comment on habite le Nord et comment le Nord nous habite. On crée, dans le cas précis de Fermont, donc ville minière mono-industrielle, architecture fonctionnelle à la base, un rapport extractiviste au monde vivant, un territoire initialement de chasse de plusieurs peuples autochtones, etc. Notre approche, c'est d'y retourner encore et encore et encore pour passer du temps en immersion avec ces gens et ces paysages. Et là, vous voyez deux photos de la course de chiens traîneau annuelle. Et il s'agit d'un catalogue d'exposition. J'ai choisi cette image-là pour vous présenter le projet, pour aussi parler de la matérialité et fluidité, si on peut dire comme ça, de mon travail. Ce catalogue est fait d'affiches repliées, pensées par Antonin. Donc du coup, ce livre peut redevenir expo, peut redevenir livre, peut devenir autre chose. Donc juste pour montrer que le résultat de mes travaux n'est pas statique, n'est pas figé. Je ne vois pas un livre ou une expo comme fin finale, par exemple. Je pense que je passe plutôt rapidement à chaque projet pour après, si vous avez des questions, aller plus en détail là-dedans. Ça, c'est aussi un exemple de ce que je viens de dire. Je prends souvent mes négatifs en photo pour les regarder avant de les scanner. Et ça devient du coup c'est à la fois une étape dans mon processus de travail, mais ça devient aussi le travail lui-même. C'est un visuel que je peux exposer ou publier. Voilà, aussi pour vous montrer comment je travaille, comment mes œuvres se créent parfois elles-mêmes. Là, il s'agit d'un début d'un nouveau projet autour de baies et du plastique, des baies et de plastique. Je m'intéresse à comment
l'héritage du savoir et savoir-faire de la cueillette de baies et l'héritage indésirable des déchets marins sous forme de plastique échoués au bord des plages sont entremêlés dans la région où j'habite. Donc, je m'intéresse par exemple au geste qui est le même, le panier qui est le même pour ramasser le plastique, pour cueillir les baies. Tout ça pour aborder des sujets du changement climatique, des changements environnementaux. Et je m'intéresse en particulier comment des femmes dans une telle situation abordent et transforment ces transformations. Ou enfin, comment ils transformer les transformations. Bon. Mais c'est le début du projet. Du coup, je ne sais pas encore comment le projet se déploie. Je le commence parce que je l'ai vécu et je rencontre les gens, je prends des photos, je prends des notes, je fais des entretiens. C'est un peu ma manière d'aborder le sujet, un peu librement. OK, prochain slide. Dans un autre projet, aussi de long terme, depuis 2013, je pense, je m'intéresse aux pratiques de subsistance de femmes dans le Nord, liées, donc des pratiques de subsistance liées au monde vivant. Ces femmes-là, je les suis depuis longtemps. J'ai la même approche. Je vis avec elles pendant des longs moments, encore et encore et encore une fois. Parfois, il y a des mois entre les visites, parfois des années. Et il y a des correspondances aussi qui s'établissent. Il y a par exemple à gauche Tania qui chuchote aux oreilles de chevaux, si on veut dire comme ça, au nord de l'Allemagne. Il y a au milieu Carole qui vit avec ses chiens de traîneau au nord, pas loin de Fermont. Et il y a Anna Maria à droite qui est Sami du Sud, qui vient du côté suédois, qui a des rennes héritées de sa mère, qui travaille avec des problématiques SAM et avec laquelle je fais beaucoup la cueillette, par exemple. Donc, il y a aussi les projets qui s'entremêlent et entrecroisent. Et dernier slide. Voilà. Et pour mieux rendre compte à la complexité du monde vivant, que parfois je ne trouve pas bien représenté dans la photographie 2D. Donc, pour rendre compte plus à ces multiples couches, aux enchevêtrements entre les choses, j'ai commencé à explorer les moyens de collage. Et par exemple, cette image-là, elle fait partie d'une série sur et avec la montagne en face de ma maison, qui s'appelle Blaumann, donc l'homme bleu, qui est comme une correspondance avec cette montagne. De mon côté, c'est imaginé, bien sûr, qui était l'élément le plus stable dans ma vie, depuis le moment que je suis arrivée ici. Et cette œuvre en particulier, là vous voyez la silhouette de la montagne posée sur une montagne qui se trouve pas loin de Fermont. Donc encore une fois, une superposition de nord, de paysages qui se rencontrent dans mon travail. Annie l'avait dit aussi qu'elle superpose des temps et je me retrouve là dedans aussi. Peut-être pas des temps, mais des paysages, de différents lieux. Voilà, je peux m'arrêter là. Et après, voilà, s'il y a des questions, je peux aller plus en profondeur dans les projets. Merci, Léna. Donc, on va passer à une période de questions. Moi, je vous écoutais, puis d'abord, je vous remercie de partager des œuvres qui ne sont pas terminées. Hein. Pour un artiste, ce n'est pas évident. Et vous avez tous des démarches très longues. Je ne sais pas si ça a paru à d'autres, mais
vous parliez tous d'un lieu, du Nord, mais aussi de la nécessité de l'expérience. Donc, ça ne vient pas à tout le monde, comme Ioannis, tu es photographe, puis ça t'a obligé à devenir chasseur, ou pour Léna, ça a obligé à vivre longtemps sur un territoire, rencontrer des personnes. Pour Véronique, repartir à la découverte de ta propre culture, hein, qui n'a pas été donnée directement non plus, qu'il faut retrouver dans la forêt, ou pour Annie, de devenir courseuse sur un lac gelé pour écrire un roman. Je pense que ça ne vient pas à l'esprit du lecteur, qu'il y a toute cette démarche très, très longue derrière. Et dans tous les cas, vous mentionnez des superpositions aussi, de voir ce Nord comme multiple, comme varié, et en même temps qui est une matière qui vous fascine ou que vous voulez travailler ou remettre en question. J'aimerais vous entendre d'abord et ensuite on passera aux questions de tout le monde sur pourquoi c'est nécessaire d'avoir une expérience et quel rôle joue cette expérience dans le produit final de votre œuvre. Nous, comme lecteurs ou comme personnes qui regardons les photos, qui allons au théâtre, on n'a pas nécessairement l'idée de toute cette expérience qui nous parvient par une œuvre qui est terminée. Donc ici, on est dans des œuvres en création et tous les quatre, c'est frappant. Vous avez parlé de la nécessité de l'expérience du long terme, de la rencontre. Donc, j'aimerais librement vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une expérience comme celle-là pour créer une œuvre? Peut-être en commençant par Léna, puisque tu viens de terminer. Oui, pour moi, c'est vraiment la base. En fait, ouais, il y a deux choses, c'est l'expérience et l'expérience de long terme. Dans une approche, oui, respectueuse, humble, je trouve qu'il faut prendre le temps. C'est difficile aujourd'hui dans notre monde qui nous demande souvent des résultats très rapidement. Mais je trouve, en tout cas pour mon travail, c'est la base. Pour rencontrer les gens, pour gagner la confiance, leur confiance, pour vraiment comprendre un paysage. Donc, ce n'est pas juste côté humain, mais aussi côté monde vivant, pour vraiment s'imprégner. Ouais, pour créer des œuvres du savoir. Pour moi, c'est la base. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre, Ioannis, Annie, Véronique, vous voulez parler de la nécessité du long terme ou de l'expérience? Moi, en fait, au tout départ, il n'y avait peut-être pas l'idée d'expérience, donc j'étais capable d'écrire puis de divaguer autour de mon sujet, mais est venu un moment où j'ai ressenti le besoin de me rendre sur place, de me confronter au réel. Pour moi, écrire, c'est aussi une affaire de perception ou d'attention au monde, donc quelque chose de sensoriel, de presque sensuel. Et donc, en arrivant sur place, d'avoir affaire à une certaine lumière, à un bruit. Donc, quand j'approche du lac Baïkal, au-delà de mon bel horizon blanc silencieux, quand j'arrive, il y a des motoneiges, des aéroglisseurs, des hordes de touristes et je suis comme tout d'un coup assaillie par un brouhaha, me disant, OK, la réalité, entre le fantasme ou l'espèce de cliché que tu peux avoir puis ce que tu vas vivre réellement sur place, il y a deux mondes. Et c'est Roland Barthes qui dit que l'écriture passe par le corps. Donc, je pense qu'il y a un moment où tout ça s'inscrit et se dépose. Et ça prend un certain temps pour déverrouiller ce que le corps a capté et qui fait appel à d'autres moments aussi. Donc, pendant cette course qui s'inscrit pendant le moment sur le lac, va rappeler des souvenirs très anciens. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, d'aller faire surgir tout ce qui s'est inscrit au fil du temps, qui va rappeler d'autres endroits, d'autres moments, mais qui sont un peu... révélé par le contact avec un lieu. L'art a toujours pris du temps. Ça prend du temps de créer des œuvres, mais c'est manifeste quand on vous écoute. C'est des démarches de plusieurs années qui donnent ensuite un livre qui est là. Et aujourd'hui, comme le mentionne Léna, c'est pas évident non plus d'avoir ce temps, ce silence, ce lieu. Les étudiants dans le cours ont lu un essai que moi j'aime beaucoup, qui est ironique, d'Antonius Monen sur Snob extrême. Et je le cite sans le citer directement, mais il dit que le luxe du futur, c'est de prendre son temps dans le silence du Nord. Comme si c'était devenu la chose la plus rare du monde. Et vous êtes 4 personnes qui partaient à la recherche de ces éléments qu'on peut trouver du vivant, du non-vivant, dans le long terme, dans les relations, etc. Et c'est assez frappant. Peut-être avec Ioannis, pourquoi il faut devenir chasseur pour prendre des photos de chasse? Je vais répondre par la question par une petite anecdote de mon début en photographie. Alors, mon premier reportage que j'ai fait sur
autofinancé en 2003. C'était sur la pêche à la morue. Et il n'y avait plus de pêche à la morue, donc j'ai senti la nécessité de documenter ce déclin-là. Je suis parti avec une vieille voiture toute pourrie, puis en me disant je me rends à Terre-Neuve et peut-être 400 km après, ma voiture a lâché, le moteur a sauté. J'étais bien embarrassé, j'ai appelé mon père et j'ai dit ouais papa, mon moteur est sauté, peux-tu m'aider, tu sais, puis là, je me disais, il va me donner des sous, il va me donner des sous pour que je me rachète une voiture ou quelque chose. Tu sais. Puis il me dit, tu sais, mon fils, tu vas être photographe un jour, tu vas être dans le désert et ta Jeep va manquer. Et il va falloir que tu saches la réparer. Ça va être une question de vie ou de mort. Il dit, apprends tout de suite le métier de photographe. Et c'est là que je me suis rendu compte que la photographie, pour moi, ce ne serait pas juste prendre des photos, mais ce serait tout ce qui est autour de la photographie. C'est l'expérience qui est importante aussi. Donc, cette réparation de moteur-là, parce que j'étais très fier après 4 jours de l'appeler pour lui dire j'ai changé le moteur, j'ai appris à le faire, etc. Et ça a orienté, je pense, ma pratique. Et dans le cas de la chasse aux phoques, c'était nécessaire de devenir chasseur parce que les chasseurs de phoques avaient développé une crainte des appareils photo parce qu'ils ont tellement été caricaturés par les photographes et ont été trahis par des photographes aussi qui ont décidé d'amener des gens parce qu'ils sont sympathiques et accueillants pour se rendre compte qu'après, ces images-là étaient publiées en Europe, dans des magazines, dans Paris Match, etc., et créer l'effet inverse de ce qu'ils avaient espéré. Donc, il fallait que je passe par l'apprentissage de la chasse pour gagner cette confiance, pour pouvoir intégrer ce milieu-là, mais aussi pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est chasser, pour pouvoir le photographier. Comme Léna disait, c'est une question d'intégration aussi. Voilà. Merci. Et ça touche aussi, moi je reviens dans mon domaine, mais puisque l'imaginaire du Nord est fait surtout par des discours de l'extérieur, vous qui le travaillez, ça doit prendre de l'expérience aussi sur le terrain pour renverser les stéréotypes qu'on peut en avoir et proposer une vision de l'intérieur. Et je poserai la question à Véronique, est-ce qu'on peut se lever le matin et devenir dramaturge Atikamekw ou pour retrouver ce qu'est être Atikamekw, ça prend une démarche de long terme aussi? Je dirais que pour moi, écrire, c'était une façon de traduire justement ce que je voyais être des grands écarts dans les cultures. Par exemple, en Atikamekw, c'est une langue qui est très, très imagée, qui est très, très poétique. Elle fonctionne comme l'allemand, est agglutinante, un noyau central, souvent un verbe, auquel on ajoute des préfixes et suffixes qui déterminent le temps, la personne, tout ça. Mais ça devient un immense mot, puis c'est 80% de ces verbes-là, c'est des verbes d'action. Puis moi, ça m'a amené à écrire avec des mots français, cette façon de voir le monde-là, cette façon de le mettre en action, puis de le traduire par des gestes qui ont rapport avec son environnement, qui ont rapport avec l'histoire, qui ont rapport avec les valeurs. J'ai toujours été attirée par l'écriture, même si je viens d'une tradition orale. Il y a quelque chose là-dedans qui me fascinait. Je peux pas te dire à quel moment j'ai commencé à lire. Je savais même pas lire, puis j'avais déjà des livres dans les mains. Et pour moi, l'écriture, c'était quelque chose qui allait faire partie de ma vie, c'est sûr. Le théâtre, c'est encore là, il y a beaucoup de théâtralité dans la culture atikamekw. Quand tu écoutes un Atikamekw parler, c'est pas seulement ses mots, tu le regardes parler, tu le ressens parler. Puis ça, c'est dans une pratique de théâtre, ben pour moi, c'est un sujet de recherche qui est tellement intéressant, c'est que le théâtre est universel un peu dans toutes les époques, dans tous les groupes. Il y a toujours une forme de théâtre qui apparaît. Puis dans une société ancestrale, mais c'est important pour moi de voir comment est-ce que ça s'est traduit non seulement dans la façon de parler, mais aussi parce que nous, on apprend par mimétisme. La connaissance, elle passait oralement aussi
par l'action. Tu montres un enfant, tu lui dis, regarde, comme moi, ma grand-mère, elle m'a montré 80 fois à faire cuire l'orignal avant que j'aie le droit de le faire, parce que on gaspille pas de la viande, premièrement, mais c'était toujours comme ça, comme un canot d'écorce. Tu peux pas, t'as pas le luxe de scraper ton canot d'écorce. Faut que tu saches vraiment comment le faire avant de le faire. C'est par l'observation, c'est par l'expérience des autres qui sont transmis, parce qu'une communauté, c'est ça, c'est un système vraiment qui fonctionne multigénérationnel, puis qui est capable de se déployer dans différents territoires. C'est vraiment mobile, c'est vraiment l'expérience du territoire, mais c'est impossible de parler d'atikémicité sans parler de la vie dans le territoire, puis de l'expérience de mes grands-parents, puis de l'expérience que c'est un peu mon devoir aussi de le transmettre à ma fille, à mes neveux. Tu sais, c'est large. L'expérience, pour nous, c'est le cœur de la connaissance. C'est par la pratique, l'expérience. Merci. Est-ce que tu dis de la théâtralité de la langue atikamekw quand tu parles? Donc, il y a un lien avec le paysage, il y a un lien avec l'expérience. Ça me fait souvent parler à ce que disait la poète Joséphine Bacon pour la langue Innu. Et la langue Innu aussi, et pour nous, c'est invraisemblable, 80% des mots, ce sont des verbes. Et donc, essayer de transposer ça en français, ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose est dit, il y a un engagement de la personne par rapport à l'objet qui est là. Et un peu comme toi, Joséphine Bacon disait, ce n'est pas moi qui est poète, c'est la langue Innu qui est poétique. Parce qu'elle crée des liens entre des éléments, et moi, j'ai juste à dire les choses, le traduire en français, puis vous voyez de la poésie, là où, dans sa tête, il y a tous ces liens qui existent entre le vivant, le non-vivant, l'expérience, le passé soi-même, etc. Le temps passe, et puis je veux laisser aux gens la chance de poser des questions. Donc, utilisez la main de votre profil si vous avez une question à poser, puis on ira dans l'ordre de ceux qui y sont. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions à une personne en particulier, à l'ensemble des personnes, sur les démarches de création, sur l'honneur, ce que vous avez lu. Donc, moi, j'ai une liste de personnes et normalement, des mains se lèveraient si quelqu'un était là. Donc, ou prenez la parole si vous ne savez pas comment utiliser la main. Je suis certain qu'il y a des questions. En laissant du silence, on va arriver à des questions, j'en suis sûr. Lydia. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à M. Ioannis. Et je voudrais savoir, sur l'une des photos où il y a la neige qui descend et la neige qui tombe durant la nuit, est-ce que c'est seulement l'effet du flash qui fait ça, ou bien c'est juste vous avez pris la photo et comme ça, Ben, le flash, ce que ça permet, c'est de mettre en lumière ce qui est à l'avant-plan beaucoup. Et la lumière va être captée par ce qui est le plus blanc. Fait que tout ce qui est blanc va beaucoup plus capter la lumière que ce qui est sombre. Donc la neige est blanche, donc la neige devient encore plus blanche, devient encore plus lumineuse, disons, avec le flash. C'est une combinaison, techniquement, là, pour l'expliquer, c'est une combinaison d'un temps de pause relativement long, de une fraction de seconde, je ne sais pas, probablement un trentième de seconde, puisque c'est la nuit. Et ce qui donne cet effet un peu de bouger dans la neige, de filer, mais en même temps de figer. Donc, c'est une combinaison des deux qui crée cet effet-là. Mais le flash permet de rendre la neige visible. Alors que si je n'avais pas utilisé de lumière artificielle, la neige serait juste des lignes floues sans vraiment être nécessairement avoir cette luminosité-là. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas, pour ceux qui sont photographes, en tout cas, s'il y en a qui sont photographes parmi vous, la photographie, le mot photographie vient du grec, qui vient de phos et de graphène, qui veut dire écrire littéralement avec la lumière. Et dans cette pratique-là, dans cette façon de photographier-là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est au moment de l'acte photographique, au moment de prendre la photo, il y a une écriture qui se fait volontairement, qui est imposée de ma part,
qui est de projeter cette lumière-là. Au lieu de travailler avec la lumière naturelle seulement, j'utilise ma lumière artificielle pour écrire quelque chose. L'avantage de vous entendre parler des œuvres, à la fois en photo, mais aussi pour Annie, où on voyait sa constellation de mots, hein, qui ressemblait à une surface de lac gelé, c'est qu'il y a beaucoup de techniques pour arriver à une œuvre. Et souvent, quand nous, on arrive comme spectateur, on oublie à la fois le travail de long terme, le travail d'expérience que vous avez dû faire, mais aussi les contraintes purement techniques. Tu mentionnais simplement les batteries qui ne durent pas aussi longtemps à moins 20, moins 30 qu'à d'autres moments, la lumière trop vive aussi qui peut faire des variations. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de techniques. Donc, on a deux questions. J'ai une question de Annie Poirier. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce partage. C'est super intéressant. Je ne sais pas si ma question va être claire. J'ai plein d'éléments dans la tête, mais ça s'adresse un peu à chacun de vous par rapport à la démarche artistique. Le fait d'être dans des territoires lointains comme ça et de s'imprégner de l'environnement, est-ce que ça vous donne l'opportunité d'avoir le temps de s'investir dans votre démarche artistique, donc d'avoir la patience et la sagesse de cette création puis d'accumulation de recherche dans la démarche artistique? Je sais pas si c'est clair au niveau de ma question. Donc, est-ce que finalement, le fait d'être loin donne plus de temps qu'être en ville? Oui, c'est ça. aussi ça, hein? Oui. Ouais. Qui veut prendre la parole? Est-ce que vous trouvez loin? C'est une autre question. Est-ce que vous trouvez que votre monde à vous, c'est le centre du monde ou au contraire, vous êtes éloigné? Ça peut être une perception. Hein? Véronique, est-ce que tu es loin à Wemotaci ou à La Tuque? Ouais, moi, je suis en plein centre. C'est vraiment dans mon sujet de recherche, le Nitaskinan, le territoire. Ça veut dire notre terre. Je pouvais pas le faire de Montréal. Puis j'adore être dans le territoire. Je me sens vraiment à ma place. Donc, je me sens très, 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 très centrée ici. Puis ça me donne du recul par rapport à quand je fais de la recherche, quand je fais des séminaires, quand je m'approche de l'université, du milieu universitaire puis des autres chercheurs, ça m'amène à avoir justement un trajet entre mon lieu de résidence, mon lieu de recherche, puis le lieu où je partage mes connaissances ou que j'acquiers des nouvelles, ou dans le milieu universitaire. Puis ça m'oblige à me repositionner continuellement. Puis ça me permet vraiment, c'est ça, un recul, puis une distanciation, mais c'est nécessaire. Puis je pourrais pas le faire. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde, en fait, d'avoir une espèce de moment où on a le loisir de se repositionner, puis de changer de perspective un peu. C'est merveilleux de pouvoir être à différents endroits. Si je pouvais être aux îles de la Madeleine, pour une fin de semaine, j'adorerais avoir cette perspective-là de Ioannis. Je pense que la question se pose aussi pour Léna. Est-ce que tu étais plus au centre à Berlin ou à Fermont ou au nord, dans l'Arctique norvégien? Oui, c'est une bonne question. Et oui, de perspective. Cette question fait partie de l'imaginaire du Nord, que nous, en tant que sudistes, on imagine le Nord en tant qu'une entité très loin, très différent. Et d'où le choix de déménager dans un des Nords, parce que je me trouvais pas au centre à Berlin par rapport à mon travail. Donc, je voulais vraiment être au centre. C'est pour ça que j'ai déménagé dans le nord de la Norvège. Et pour beaucoup d'Européens, par exemple, Tromsø est très, très loin. Il y a même des gens qui sont très étonnés, qui se trouvent des maisons, que les gens ne vivent pas dans des cabanes. Et pourtant, c'est un nord confortable. Comme tu l'as dit une fois, il y a une ville comme ailleurs. On ne peut pas comparer le nord de la Norvège avec les grands nords canadiens, par exemple. Donc, c'est vraiment une question de perspective. Et du coup, c'est bien de s'y retrouver pour voir que c'est un centre et qu'on n'est pas loin. Mais pour aller à Fermont, qui n'est pas un nord aussi confortable que Tromsø,
quelle centralité vous trouviez à Fermont? Parce qu'il y avait quelque chose au centre de quelque chose, mais c'était quoi le centre qu'on peut trouver là-bas? Alors, ce qui est intéressant avec Fermont, c'est que nous, on pensait au début que Fermont était isolé. La question de l'isolement, loin au nord parce que difficile d'accès, du coup isolé. Et on trouvait que ce n'était pas du tout le cas parce que tout le monde est lié avec les nouvelles technologies, avec l'Internet, avec Facebook. Donc, il n'y a pas la question de l'isolement. Géographique peut-être un peu, mais pas du tout de la vie des gens. Et on se trouvait aussi aux portes du Nord. Il y a, quand on va vers le Nord et on s'arrête, bah, on a encore un autre Nord devant nous. Et du coup, on se sentait plus au sud du Nord qu'au Nord d'autres choses. Ouais. Qui est un des grands principes du Nord. Hein. Il y a toujours un Nord plus au Nord que nous. Voilà. C'est une question. Le temps passe, on pourrait passer des heures, je suis sûr, avec vous, et j'espère qu'on va vous retrouver, mais il y avait déjà une question d'enregistrer de Sarah Gauthier. Oui, bonjour. Merci à tous pour votre partage. C'était très touchant. Ma question serait pour Véronique, puis je reviendrai un petit peu sur les supports, les contraintes liées aux supports quand on crée une œuvre justement comme ça. Dans votre vidéo, comme Daniel l'a mentionné, il y avait vraiment le vent, les camions, l'idée de la présence de l'environnement autour qui vient influencer. Mais en la regardant, avec vous qui était central, je trouvais que le paysage tanguait presque imperceptiblement. Il y avait vraiment comme une espèce de ligne entre la neige et le ciel en arrière qui bougeait. Et je me demandais si c'était quelque chose de voulu pour montrer un peu le mouvement. Vous étiez sur un lac ou par rapport à une contrainte justement par rapport au type de caméra que vous aviez. En fait, ça bougeait probablement vraiment parce qu'on entendait des fois la glace craquer, ça faisait beaucoup. Puis là, on ne l'a pas entendu dans cet extrait-là, mais des fois, ça faisait vraiment un gros crack, un gros boom, un grondement, je dirais même, parce qu'on était sur la rivière Saint-Maurice. La rivière Saint-Maurice qui est gelée, mais on ne peut pas aller en plein centre de la rivière Saint-Maurice. On était dans une espèce de baie qui est à peu près à 30 secondes de chez moi. Que je peux aller marcher là quand je veux. Je vais souvent à l'été, mais l'hiver, c'est la première fois que j'allais sur la glace. Je voulais quelque chose aussi un peu, c'est ça qui représentait la rivière. Pour nous autres, c'est super important, la pêche sur la glace, tout ça. Moi, je suis moins une pêcheuse. J'aime plus observer. Je suis une observatrice. Mais non, c'est ça. Puis c'est ma fille qui a pris le vidéo. Fait qu'on était un peu pressés parce que c'était sur l'heure du dîner. Je voulais avoir le plein soleil. Puis j'ai dit, fais un petit travelling après pour montrer où est-ce qu'on est. Puis en arrière, il y a la grosse usine de pâte et papier de la Tuque avec un immense un tas de brindilles de, je ne sais pas combien qui mesure de haut, peut-être 250 pieds de haut, un immense tas de brindilles qui sert à faire le papier. Puis c'est ça, la ligne, on voit le pont aussi, parce que faut que tu traverses pour aller sur le bord de la rivière. Puis tous les véhicules qui traversent le territoire, ils n'ont pas le choix de passer sur ce fameux pont-là. Si tu vas à la Wabantashi, il faut que tu passes sur ce pont-là. Si tu fais de la coupe forestière, il faut que tu passes. Si tu es infirmière à Parent ou à un autre village, il faut que tu passes sur ce pont-là. Tu sais. Fait pour moi, c'était important de montrer un petit peu justement ça, les différents symboles. Mais le mouvement, je pense que je n'irai pas demain sur la rivière. Ça va être craqué là, complètement. OK. Ah, c'est beau. Ça aurait été beau qu'on entende le son de la rivière craquer aussi. Là. Ouais, plouche. Je pense qu'avec le temps qu'il fait, on aurait pu perdre Véronique aussi là, ces jours-ci, avec la glace qu'ils font. Ce que tu dis, Véronique, me fait penser à quelque chose sur les stéréotypes, parce que Léna parlait de la vision sudiste du Nord, puis la vision sudiste du Nord, c'est souvent très épuré, tout est beau, etc. Le vrai Nord est fait de camions, est fait de machines, est fait de déchets, est fait de tout ça. Les usines. Et je pense qu'une bonne question qu'on pourrait poser si on avait plutôt un panel de 4 artistes du Sud qui regardent le Grand Nord, là, comme on le dit, c'est qu'est-ce que vous avez dû masquer
pour arriver à cette vision pure du Nord, parce que la réalité du Nord, c'est celle de ton vidéo. C'est clair que ce n'est pas un espace uniquement pur, blanc, vide de personnes, vide de contraintes. Et je pense que c'est intéressant de voir que quand vous voyez ces représentations-là, c'est probablement que l'artiste ou l'écrivain a dû enlever plein de choses qu'il avait vues, parce que ce n'est pas la réalité nécessairement. C'est intéressant. On a une dernière question, celle de Philippe Doucet. Bonjour, ma question concerne probablement plus Léna ou Ioannis. Quand on est au nord, puis que justement le jour et la nuit, les jours deviennent très longs en été et que la nuit devient très longue en hiver, c'est quoi le rapport au temps? Moi, je sais que peut-être c'est un peu... mais il me semble que dans ma vie, souvent, tu sais, la nuit, quand je me couche, c'est assez... ça fait quand même partie de mon rythme de vie, de me lever quand le soleil, à un certain moment. Mais là, justement, je sens que pour moi qui irais dans une région aussi au nord, où est-ce que justement la nuit dure presque 24 heures, je serais un peu déréglé là, dans mon horloge biologique. Comment est-ce que ça se passe? Peut-être Léna, qui vit le plus au nord d'entre vous. Bon, je peux commencer. Ouais, moi, je sens un très grand dérèglement. Je me sens bouleversée par les changements de lumière. Je l'aperçois comme des saisons en plus des saisons. On a une saison lumineuse, une saison sombre et un entre-deux peut-être. Ça a un impact immense sur ma vie, sur ma création, sur ma façon de penser, parce que, comme tu l'as dit, quand la nuit tombe, on devient plutôt fatigué, et quand il est midi et la nuit tombe, parfois c'est difficile de travailler, ou la nuit, le soleil de minuit, quand le soleil se couche jamais, je peux travailler jusqu'à 3 heures du mat parce que j'ai une telle énergie, mais le lendemain, je suis crevée. Donc, ça a un impact, un grand impact sur mon travail, en tout cas, ma vie. Et Ioannis, toi, tu as fait de la nuit le matériau de tes photos, donc il faut que tu trouves quand même un nord où il y a la nuit. Si tu allais à Tromsø au mois de juin, comment tu ferais pour photographier la nuit? C'est intéressant, justement. C'est ce qui est déstabilisant, c'est que si tu photographies la nuit alors qu'il fait jour, tu n'as pas une impression de nuit, tu ne sais pas que c'est la nuit. Qu'est-ce qui te dit dans l'image que c'est la nuit? Alors, si on veut que la photographie soit un langage par elle-même, sans avoir besoin d'une légende pour expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dans l'image, il faut trouver des moyens de créer, de faire croire, de faire imaginer les choses. Donc, moi, ce que j'ai travaillé beaucoup avec le flash, c'est que, bon, j'ai commencé la nuit à photographier le flash, mais aussi j'ai voyagé dans le nord alors que c'était le jour toute la nuit. Et je me suis mis à utiliser le flash aussi le jour. Et donc, en sous-exposant, c'est en réduisant la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif, qui va s'imprimer sur le capteur ou sur le négatif. En sous-exposant, j'arrive à créer une image plus sombre, et en donnant un coup de flash en même temps, ça crée cet effet de nuit, même si c'est le jour. Et donc, c'est une piste d'exploration, mais c'est devenu une façon de travailler un peu. Et ce qui est intéressant, l'anthropologue Guy Bordin nous dit que chez les Inuits, il n'y a pas un jour et une nuit à chaque jour et à chaque nuit. C'est un jour par année et une nuit par année. Et le jour évolue toute la saison de l'été et la nuit évolue tout l'hiver. Donc, c'est des choses intéressantes. Mais en effet, c'est déstabilisant, comme le disait Léna, de se retrouver, en tout cas pour moi, surtout dans un monde où c'est toujours le jour, beaucoup plus que la nuit. Parce que à ce moment-là, tu sais plus quand est-ce qu'il faut dormir ou quand est-ce qu'il faut pas dormir. Et ça devient un problème. Des fois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans le Nord de pas dormir 2 jours de suite. Donc, 48 heures sans dormir, à un moment donné, ça joue aussi sur le psychique, sur le physique, et on voit la réalité d'une autre façon. On me dit souvent, il ne faut pas que tu dépasses 3 jours, ça peut devenir dangereux. Et c'est des choses à apprivoiser, à faire attention.
Merci, Ioannis. Je pense que c'est une question qui termine bien l'atelier aussi, parce que ça démontre, comme le dit Ioannis, qu'on peut inventer la nuit par la photo. Ça, c'est important de voir que parfois, les artistes créent par des techniques ce qu'on peut voir par la suite, mais aussi de dire que tous les arts ne sont pas aussi bons à traduire toutes les réalités. Je pense que c'est bon de le dire comme ça. Je me souviens du problème, par exemple, du froid et de la photographie. Quand on va en Sibérie, il fait un grand froid, mais quand on voit les photos, ils ont beau nous dire qu'il fait moins 50, ça ne paraît pas dans la photo. Donc là, la littérature serait beaucoup plus outillée à nous parler du froid que ne le serait la photo, qui par ailleurs, elle, a le matériau lumineux qui permet de transmettre autre chose ou des détails. Donc chaque art participe vraiment à une utilisation particulière dans la création de nouvelles œuvres. Et en même temps, ce n'est pas la réalité qui est représentée, c'est vraiment la réalité vue par les artistes qui la retransforment avec les techniques qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, les expériences et tout ça. Donc vraiment, je vous remercie, Ioannis, Annie, Léna, Véronique, pour avoir partagé votre vision des choses, d'avoir ouvert aussi votre atelier, parce que ce n'est pas évident d'être artiste et de parler de quelque chose qui n'est pas terminé. On préfère que l'œuvre soit lisse et terminée et offerte au public. Et donc, on a la chance de vous entendre sur ces questions-là. Et je remercie aussi tous les gens qui étaient là. Et voilà, ça termine donc l'atelier et vraiment, je vous remercie tous les quatre.